votre rôle et puis aussi en lien un peu avec le groupe scolaire. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous fait? Plein de choses, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je ne vais pas dire nous. Hein, nous avons fait plein de choses parce que nous étions une communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y avait des sœurs mozambicaines, en général 2 dans le groupe, une sœur médecin de Mexico, une sœur infirmière des Canaries, et moi qui suis arrivée là un petit peu pour boucher des trous, sans savoir exactement ce que j'allais faire au début. Et puis petit à petit, l'horizon s'est ouvert et on m'a insérée dans un hôpital de brousse qui, c'était pas du tout de mon ressort. Hein. On me donnait une chaussure bien trop grande pour mes pieds. Bon, mais enfin, il a fallu faire face. Donc, dans cet hôpital, on recevait au début des tuberculeux. Et le nombre des tuberculeux a augmenté sans que les traitements agissent. Et la sœur qui allait en congé dans son pays, en Espagne, est revenue en disant « Mais là-bas, j'ai parlé et on m'a dit que les malades devaient avoir le sida. » Donc elle est revenue avec des tests, chose qui était inconnue et impensable au Mozambique, parce que le gouvernement voulait absolument fermer les yeux sur le sida. On a commencé à faire les tests avec les tests qui nous étaient arrivés d'Espagne, et nous avons vu que les tuberculeux, en fait, ceux qui ne guérissaient pas, étaient bien des malades du sida. Donc on les a isolés dans l'hôpital, on a créé un bâtiment spécial pour eux. Et là, on s'est mis à la recherche de tests qui étaient interdits par le gouvernement, puisque le gouvernement niait qu'il y avait le sida au Mozambique. Petit à petit, l'hôpital s'est développé. Ça a été difficile. Mais petit à petit, l'hôpital s'est développé. Quand je suis arrivée, c'était un hôpital de 200 lits. Hôpital de brousse, 200 lits. Et à l'époque, Chalucuan avait déjà un grand nombre d'habitants? Chalucuan avait déjà un grand nombre d'habitants, Ah oui. oui. C'était petit. Alors, pourquoi le sida au Mozambique? Parce que la région où est l'hôpital, la zone de Gaza, à ne pas confondre avec Israël, hein, c'est une région où il n'y a rien à faire pour les hommes. Il y a la culture, mais il n'y a pas d'eau. Donc, il faut attendre la pluie et les hommes n'attendent pas comme ça. Ils fuient en Afrique du Sud, où là, ils sont employés dans les mines d'or ou dans les mines de charbon, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être versés de l'autre côté. Et ils reviennent au Mozambique pour les vacances. Mais vous imaginez bien que quand on a une femme au Mozambique, avec les conditions culturelles, la polygamie, avec la pauvreté, en général, la femme ne reste pas seule, bien sage dans son coin. Elle a des relations avec d'autres hommes. Et de son côté, lui, l'homme, en Afrique du Sud, mène sa vie tranquille. Une vie qui est réglée par les fins de mois où les directeurs des mines s'arrangent pour faire venir des cars à la sortie le jour de paye avec des femmes, et le sida se répand ainsi. Donc cette zone de Gaza, c'est une zone effectivement où il y a encore énormément de sida. Le gouvernement a fini par reconnaître, et à l'heure actuelle, les médicaments sont distribués gratuitement. Hein, les rétroviraux sont distribués gratuitement. Bon, on s'est mis en route aussi pour les traitements des femmes afin que les enfants naissent sans le sida. Oui.
Et cela demande bien sûr une aide financière assez importante, puisque les femmes doivent avoir un régime alimentaire très, très riche pour pouvoir lutter contre le sida et avoir des enfants qui naissent en bonnes conditions, en bonne santé. Donc quand je suis arrivée au Mozambique, on était dans ce cercle infernal de malades et en même temps de tests à faire. Bon, en France, j'étais professeur de biologie. J'ai fait des études à la faculté de Jussieu et j'ai fait de la médecine tropicale à Lyon. Tout d'un coup, on a pensé que j'étais capable de faire un laboratoire. Donc, on a monté un laboratoire d'analyse médicale où on faisait tous les tests et toutes les analyses médicales pour nos malades. Puis, en même temps, nous formions des jeunes. Ça, c'était dans les années 80, pardon, c'est ça? 89. 89. 89. D'accord. Puis, en même temps, nous formions des femmes parce que il n'y avait pas d'école à Chalouquane en dehors de, bon, on va dire ici, le niveau 7e. Hein, mais un tout petit niveau, parce que les enfants n'ont que 3 heures de cours par jour. Pourquoi? Faute de professeurs et faute de locaux. Donc on fait 7 heures, 10 heures, 10 heures, 13 heures, 13 heures, 16 heures. 16. 16 heures. Donc il y a 3 groupes de classes qui se 3 ou succèdent. 4 groupes de classe, ça D'accord. dépend des niveaux. Et ça se répète comme ça tout au long de la journée. Donc les enfants ont très peu de cours. Et puis entre-temps, ils aident la maman au chant ou ils aident la maman d'une autre manière. Donc les jeunes de Chalouquane n'allaient pas à l'école au-delà de la 7e. Nous nous sommes arrangés pour ouvrir un collège. Bon, c'était une salle toute simple. Les enfants étaient assis par terre et on a commencé la 6e, 5e. Et au moment des grandes inondations de l'an 2000, nous avons dû arrêter. Mais l'État a reconstruit l'école de Chalouquane et a pris nos élèves de 6e, 5e. Donc, ils ont augmenté la possibilité pour les enfants d'aller à l'école. Puis, on s'est dit, bon, ces jeunes ne peuvent pas rester sans rien, donc il faut les orienter. On les envoyait à 17 km de là, ils partaient en camion le matin pour faire les classes après la 5e, 4e, 3e et quelques-uns pour faire le lycée. Je dis ça parce que vous avez beaucoup tous travaillé à cette œuvre. Les jeunes qui n'arrivaient pas à étudier, on les a orientés d'une autre manière, j'expliquerai tout à l'heure. L'hôpital étant grand, nous avions besoin de personnel. Et on a pensé aux jeunes du pays qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient absolument rien. Et après la 7e, on leur a fait une formation à l'hôpital pour être capable de soigner les malades, être soignantes, accueillir, aider à la toilette, aider à manger. Et on a formé toute une équipe ainsi d'aides-soignantes qui se sont petit à petit formées à plus de choses sur le plan de la santé. Bon, elles ont appris à peser les bébés, à prendre la taille des bébés, à conseiller les mamans, etc. Beaucoup de choses. Donc on a formé une équipe. Ce sont ces jeunes qui, après la guerre est terminée en 1992, donc après la guerre, des organisations ont commencé à s'intéresser à l'hôpital et nous avons eu de l'aide d'organisations, notamment sur le plan du personnel. Les organisations ont pris en charge sur le personnel quelques salaires, heureusement,
jeunes qui avaient appris sur le terrain à être aide-soignante soient payées.